Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 46e numéro d'Entre nous soit dit. Entre nous soit dit, a le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Bernard Debré. Bonjour Bernard. Bonjour Claude. Nous allons immédiatement prévenir nos téléspectateurs que comme nous nous tutoyons depuis 30 ans, nous n'allons pas faire semblant, ce serait trop désagréable, on finirait probablement par se trahir. Donc soyons honnêtes jusqu'au bout, depuis le début et jusqu'au bout, et faisons comme d'habitude. Alors Bernard Debré, inutile de le présenter, mais faisons-le quand même, si un martien par exemple a débarqué récemment. Bernard Debré donc est ancien ministre, il est député de Paris, il est professeur de médecine, et il a beaucoup d'autres qualités. Il est écrivain, journaliste également, chroniqueur dans beaucoup de médias, et donc c'est un homme qui est fréquemment dans l'actualité. Alors, mon cher Bernard, l'actualité, bien sûr, c'est tout d'abord une situation politique que tu suis avec, évidemment, tout l'intérêt qui s'attache à ta fonction, puisque tu es parlementaire. Et de conseiller de Paris. Et de conseiller de Paris. Et donc, nous sommes actuellement face à une situation politique qui a quand même beaucoup changé en un an, puisque dans quelques jours, nous arriverons à l'anniversaire de l'installation, non, l'élection. L'installation, c'était quelques jours après, de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, une situation évidemment qui a beaucoup évolué. Comment analyses-tu le fait que la situation, au point de vue des sondages, ou moins en tout cas, puis les élections municipales qui n'ont pas été bonnes, comment se fait-il que cette dégradation... Je crois que c'est assez simple à expliquer. C'est assez simple. D'abord, il est exceptionnel qu'au bout d'un an, on garde les mêmes sondages, l'euphorie au bout d'un an disparaît. Forcément, la réalité politique fait que c'est plus tout à fait la même chose que les promesses. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, incontestablement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Ne serait-ce que les retraites. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, même si c'était indispensable. On voit aussi que sur ce qu'on a appelé le paquet fiscal, mais qui est en réalité le fait qu'on a permis aux hommes et aux femmes de notre pays de travailler plus, donc en défiscalisant les heures supplémentaires, eh bien, c'est vrai qu'on n'a pas communiqué dessus, puisqu'on nous parle sans arrêt des cadeaux que l'on a fait, des cadeaux qu'on a fait aux riches, des cadeaux, etc. On voit aussi que dans les universités, beaucoup d'espoirs ont été mis dans une autonomie des universités qu'on ne voit pas encore aujourd'hui tout à fait réellement. Alors, on peut prendre ainsi un certain nombre de réformes, peut-être faut-il encore dire que d'autres réformes vont venir, que certaines ne sont pas allées jusqu'au bout, mais on est dans la pire des situations, entre guillemets, où il y a eu beaucoup de rêves au départ, la réalité rejoint la politique, c'est-à-dire que c'est difficile de gouverner, que les Français sont très conservateurs, que les députés le sont aussi également, ce qui veut dire qu'on est dans une passe difficile. Mais on a 4 ans encore devant nous, en fait. Je ne suis pas le turiféraire de la majorité, je fais partie de la majorité, je vais combattre, je combattrai pour que l'on poursuive toutes les réformes. Et là, il y a un point que l'on voit et qu'on nous oppose. On dit, vous faites trop de réformes. Et c'est pour ça que vous êtes impopulaire. Et je le dis très souvent, on ne fait pas une réforme l'une après l'autre. C'est absurde, parce que les réformes sont par essence pas très bien acceptées. Par essence, ces réformes sont difficiles à faire passer. Alors, tu t'imagines, on fait une première réforme, on se fait, entre guillemets, attraper, engueuler. Et puis on dit, bon, bah, écoutez, voilà, on l'a faite, mais maintenant on va en faire une autre qui n'est pas non plus populaire. Et on va, ainsi de suite, conduire l'impopularité pendant 5 ans, ce qui est absurde. Donc en fait, si je résume ta pensée, l'impopularité d'aujourd'hui est un petit peu une conséquence normale d'une certaine politique, et d'autre part, les 4 ans qui viennent devraient permettre d'aller plus loin et vraisemblablement d'obtenir des résultats. Il faut. D'abord, il faut qu'on engrange des résultats des réformes qui ont été déjà votées. Il y a une chose qu'il faut que les téléspectateurs sachent, c'est quand on vote une réforme, c'est pas le lendemain matin qu'elle prend effet. Quand on vote la réforme sur l'allongement de la durée du travail, c'est pas le lendemain matin que ça prend effet. Quand on vote l'autonomie des universités, c'est pas le lendemain matin que ça prend effet. Quand on vote les heures supplémentaires dans la défiscalisation, ça va un peu plus vite. Mais les réformes ont un certain temps avant de donner leur effet. Et ce temps, c'est entre 1 an et demi, 2 ans, quelquefois plus. Alors, j'abonderais volontiers dans ton sens si j'avais le sentiment, mais si je me trompe,
tant mieux, j'espère me tromper, si les aspects fondamentaux de la réforme nécessaire avaient été nettement plus engagés. Je pense en particulier à la baisse des dépenses publiques, à une réforme fiscale, à une réforme sociale, etc. Je crois que dans la situation où se trouve la France, et là ce n'est pas le fait de Sarkozy, mais des gouvernements qui l'ont précédé, dont il a d'ailleurs fait partie aussi, mais enfin il n'était pas... Dont j'ai fait partie aussi. Et dont tu as fait partie également. Enfin, quand on n'est pas en France président de la République, on a quand même moins de responsabilités. Donc, toute cette situation que l'on voit aujourd'hui stigmatisée d'une certaine manière par Bruxelles, puisqu'on dit vous allez manifestement dépasser les critères de Maastricht, et je crains que ce soit le cas. Alors, encore une fois, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Une des réformes qui était fondamentale, qui n'a pas été prise immédiatement, c'est la réforme de l'État et la réforme justement de la fonction publique. On nous dit qu'il y a trop de fonctionnaires, tout le monde le sait. Nous sommes le pays où il y en a le plus, et on sait que ça coûte très cher. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer, mais il faut en supprimer une bonne partie. Ne serait-ce que quand on sait que, par exemple, on a décentralisé un certain nombre de pouvoirs vers les régions. On n'a pas pour autant supprimé les fonctionnaires d'État. Alors maintenant, on le découvre et on nous dit, ah, nous allons pouvoir maintenant, un an après, diminuer le nombre, etc. On aurait dû le faire très vite. Justement, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire les réformes d'emblée, fortement, mais en même temps, pour gérer l'impopularité, et puis 2, 3, 4, 5 ans après, on voit les effets de la réforme. Alors, je ne suis pas sûr, justement, que le temps de ces réformes soit aussi simple que cela, en raison précisément du fait que, après un an, la situation de confiance du pouvoir n'est quand même pas très forte. Bon, certes, les sondages vont et viennent, mais là, pour l'instant, ils sont quand même plutôt inquiétants. Claude, on ne gouverne pas avec des sondages. Non, ça, j'en suis d'accord. Il y a un gouvernement, une majorité, et il n'y a pas d'élection avant 4 ans. Oui, mais ça, sur le plan... Alors, si on se met à regarder les sondages à la loupe en disant attention, le Premier ministre a des sondages supérieurs à ceux du Président de la République, le Président de la République a de mauvais sondages... Ça tend à s'égaliser en ce moment. Mais ça tend à s'égaliser, mais l'impopularité n'est pas une mauvaise chose en politique, il faut savoir l'assumer. Ton père a pu le vérifier quelquefois. Mon père a écrit la Constitution, a fait des réformes fondamentales et il n'était pas populaire. Maintenant, moi je prends souvent l'exemple même de mon grand-père qui a fait la réforme du CHU. Donc, quand on a parlé du temps plein hospitalo-universitaire et hospitalier, si on avait fait voter, et on a fait voter les médecins, ils étaient à l'unanimité contre. Maintenant, tu les prends, tu leur fais voter, ils sont à l'unanimité pour. C'était une réforme réussie. Mais oui, mais cette réforme réussie, pendant un certain temps, elle a été extrêmement impopulaire. C'est vrai. Ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Eh bien, il faut savoir, quand on est un homme politique, assumer d'abord ce que l'on a promis, et puis assumer l'impopularité pour atteindre ce qu'on en a promis. C'est évident, eh bien c'est comme ça, on est dans le creux de la vague. J'espère simplement qu'on fera les réformes jusqu'au bout et qu'on ne va pas tenir compte juste des sondages en disant oh là là, attention, la population... C'est vrai, j'ai des protestations qui, jusqu'à présent, n'ont quand même pas été extrêmement fortes. Il faut le dire. Non. Le contrat de travail... ça a passé très bien. C'est une très bonne chose. On a pu dire, on aurait pu penser, on aurait pu imaginer. C'est probablement la réforme la plus réussie jusqu'à présent. Mais on a dit, ça va être dramatique, etc. Ben, finalement, ça n'a pas été dramatique. Les étudiants ou les élèves sont dans la rue. Ils ne sont pas nombreux. On a vu ce que ça donnait. Ils ne savent pas très bien. D'ailleurs, j'ai entendu très justement un des leaders syndicaux de la CFDT qui dit quand même, il ne faut pas tout mélanger, on ne va pas faire une manifestation unitaire avec des élèves et des écoliers et de l'autre côté des personnes qui ne veulent pas qu'on allonge la durée de travail. Non, ça n'est pas très cohérent tout cela. Mais il n'empêche que le besoin de réforme dans un pays qui n'a pratiquement pas été réformé depuis plus de 30 ans se fait sentir d'une manière très pressante et il est évident que la majorité, votre majorité, n'a pas droit à l'erreur, compte tenu, même si elle a du temps devant elle, mais elle n'a pas droit à l'erreur, la situation est trop grave. Alors, précisément, nous avons pu vérifier, au cours des élections municipales, que l'opinion publique n'était quand même pas massivement favorable à la majorité, ce qui n'est pas une surprise extraordinaire, les élections intermédiaires Claude, je t'arrête tout de suite. 81, Mitterrand. 83, les élections municipales, et on a gagné les élections municipales. Gagné par la droite, bien voilà. sûr. Bon, c'est dans la norme. Il y a toujours un moment, juste après les élections,
législatives et présidentielles, puisque maintenant elles sont jumelées, l'une après l'autre, c'est vrai qu'un an et demi, 2 ans après, c'est le creux de la vague. C'est dans la norme. Bon, alors certains auraient pu dire qu'on aurait dû avancer les élections municipales pour ne pas rentrer... Elles auraient été moins mauvaises. Elles auraient été moins mauvaises, mais il faut assumer. C'est-à-dire qu'on les avait déjà repoussées une première fois, on ne pouvait pas les repousser et maintenant les faire venir plus tôt. Non, c'était la convenance personnelle. Alors, ces élections municipales se sont déroulées naturellement au plan national et au plan parisien qui t'intéresse tout particulièrement, puisque tu as été, pendant un moment, candidat à la candidature pour devenir maire de Paris. Je regrette que tu ne sois pas allé plus loin. Les circonstances, je les connais bien, et ça n'est pas faute de l'avoir voulu, mais je crois que vraiment la majorité a fait une énorme erreur. Je ne voudrais pas dire de mal de Françoise de Panafieux, mais je suis quand même obligé d'en dire un petit peu, ne serait-ce que pour dire qu'elle n'était pas la personne idoine pour conduire une liste face à M. Delannoy. Alors, tu as raison, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Ouais. Quand, en 2004, fin 2004, j'ai décidé de me présenter à la candidature, je n'ai pas voulu participer aux primaires pour 2 raisons. Une raison relativement simple, c'est que j'avais été exclu du MP, puisque je m'étais présenté dans le 16e, après qu'on m'ait proposé, qu'on m'ait même promis l'investiture, on l'avait donné à Laurent Dominati, qui à l'époque était mis en examen pour tentative de fraude, etc. Il a été blanchi depuis, peu importe, il est maintenant ambassadeur. Donc on lui a donné, alors qu'on me l'avait promis. Et bien entendu, puisque je me suis présenté, on m'a viré de l'UMP, et donc je n'avais pas le droit au chapitre. Théoriquement, je ne pouvais pas me présenter aux élections primaires. Deuxièmement, j'ai toujours considéré que ces primaires étaient beaucoup trop tôt. 2 ans avant, sans programme, avec l'équipe qui était l'équipe ancienne finalement. C'était que des gens qui étaient de l'équipe qui avaient perdu. Et j'avais dit, et je le dis, et je répète, ça faisait penser à une espèce de revanche. On a perdu en 2001, c'était pas possible, il y a eu une erreur, les Parisiens se sont trompés, donc on se représente et on fait appel. C'est absurde. L'eau avait coulé sous les ponts de la Seine, il fallait avoir une nouvelle politique, de nouvelles personnalités, de nouvelles équipes dans tous les arrondissements. J'avais commencé, j'ai travaillé, les sondages d'ailleurs me donnaient tout à fait en tête par rapport à François de Panafieux, toujours. Et j'étais allé voir Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises et j'avais plaidé ma cause en disant je ne comprends pas, les sondages sont mauvais pour elle, surtout les opinions défavorables sont très fortes pour elle, contre elle, et plutôt, moi j'avais plutôt des opinions favorables, 58% d'opinions favorables et très peu d'opinions défavorables. Et là j'étais très surpris parce que j'ai été écouté avec beaucoup d'attention et Patrick Devedjian à l'époque, je décide, très simplement me dit oh, François, ça ne fera pas plus de 25, 26, 27%. Bon, Claude Guéant, que je vois, 9 mois avant les élections, me dit, oh, ne dépassera pas 30%. Je dis, mais attendez, alors alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, vous voyez les sondages, ils sont bons, il y a une espèce de mouvement qui est en train de se créer autour de moi, j'ai les maires qui sont plutôt favorables, les maires de droite, Delannoy lui-même avait l'air de dire, si c'est Françoise, j'en fais mon affaire sans difficulté, si c'est Debré, il va me prendre des voix, ça sera plus difficile. Alors qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien fait. Alors, tu vas me demander l'explication. Oui. Mais j'en ai pas. Ah, il n'y en a pas. C'est simple, j'en ai pas. J'avais écrit qu'il y avait un accord entre Delannoy et Sarkozy. Oui, je n'y crois pas. On me dit pas non, on me dit pas. Peut-être que ça n'intéressait pas nos hiérarches politiques. Peut-être que Nicolas Sarkozy n'avait pas envie d'avoir une forte personnalité de son camp à Paris. Encore je ne pense pas. Je ne pense pas que tu te serais aligné contre lui non. dans la suite des événements. Mais enfin, il y a une certaine fidélité, je pense qu'il faut les avoir, cette fidélité voilà, en politique. Donc je crois qu'il n'avait pas à craindre cela. Donc j'ai pas l'explication, toi non plus. Non, sauf l'explication qu'il a la bienvenue presque toujours. Il y a un talent certain à droite pour perdre les élections. Quand on est capable de faire beaucoup pour les perdre. Là, on a bien perdu. Et on a bien perdu. Alors j'ajoute simplement ceci, c'est que c'est même extraordinaire de penser qu'une élection puisse se dérouler sans qu'il y ait eu auparavant une véritable opposition. On a eu l'impression pendant les 6 années, même 7 ans, et même les 7 années de la mandature de M. Delannoy, qu'il n'avait pas d'opposition. Je n'ai vu aucune manifestation, aucune
aucun écrit un petit peu incisif. Bon, et finalement, on avait l'impression que ce que faisait M. Delory faisait plaisir à tout le monde. Il y a pire que ça, Claude, il y a pire que ça. L'opposition était vraiment très maladroite et peu présente. Oui. Et puis surtout, les projets n'existaient pas. Ben, c'est ce que j'avais bien noté. Le problème, c'est que quand on veut se présenter à une élection aussi importante que celle de Paris, on essaye d'abord de réfléchir sur un certain nombre de projets forts, des projets politiques, des projets techniques, des projets pour la vie parisienne et des projets d'arrondissement. C'est ce que j'avais essayé de travailler avec beaucoup de commissions. J'avais plusieurs milliers de personnes qui travaillaient avec moi et j'avais été assez surpris. Je l'ai redit et je l'ai dit suffisamment. Il n'y a pas de projet. Comment voulez-vous qu'on se fasse élire si notre seul slogan c'est de dire il faut virer Delanoë parce qu'il y a eu une erreur de casting en 2001? Non, là c'est un peu court. Évident que c'était un peu court et le résultat était à l'avenant. Alors maintenant nous sommes dans une situation qui est facile à résumer. 8 arrondissements sur 20 dans une ville qui, il n'y a pas si longtemps, faisait le grand chelem à droite. Oui, mais les 8 arrondissements, on les avait auparavant. Oui, on n'a pas perdu d'arrondissement, on a perdu beaucoup de voix. On a perdu beaucoup de voix et il y a eu également... Enfin, il n'y a eu aucune progression, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ça n'est pas un scrutin d'avenir. Il y a des défaites qui laissent augurer des jours meilleurs. Là, personne ne peut savoir ce qu'il adviendra, mais en tout cas, il faut vraiment tout reconstruire. Il faut reconstruire. Alors, j'ai envie de jouer un rôle. Je ne serai pas candidat dans 6 ans. Parce qu'on ne peut pas être un éternel candidat, même 2 fois. J'ai mon âge, à 68 ans, 69 ans même. Dans 6 ans, je pense qu'il faut laisser la place. Par contre, on peut les former. Et il y a dans ce domaine-là 3 actions à mener, que je m'apprête à mener à partir après les vacances. Laissons un peu de temps au temps, comme disait quelqu'un qu'on connaît bien. Comme disait Mitterrand, mais en fait c'est Cervantes qui le disait. Oui, je sais. Et ce que je voudrais, c'est que d'une part, il y ait des groupes de travail pour l'avenir. Quel pari veut-on en 2012, 2014 même, oui, c'est 2014 quel pari? C'est-à-dire que c'est pas le même que celui de maintenant. Et c'est pas les mêmes projets que ceux qu'on avait envisagés. Est-ce que ce sera le grand pari? Bien sûr qu'il faudra le grand pari, il faut parler de la circulation, il faut parler du grand pari, il faut parler de l'élection du maire au suffrage universel, il faut parler de beaucoup de choses. Et il faut parler de ce que sera Paris en voyant ce qu'il est en train de devenir. Ça, c'est un premier point fondamental. C'est Paris dans sa globalité. Après, bien entendu, des commissions et des groupes de travail qui vont travailler arrondissement pour essayer d'abord de trouver les éléments politiques, des hommes, des femmes, qui seront la relève. On ne va pas indéfiniment prendre les mêmes. C'est pas possible. Ça se prépare, effectivement. Il faut ça se prépare, et 6 ans, c'est bien pour les trouver, les former, les lancer, les faire connaître et commencer une campagne. Et peut-être leur apprendre à s'opposer aussi, parce que finalement... Et troisième chose, c'est faire de l'opposition, voilà. Et l'opposition raisonnable et raisonnée. C'est-à-dire être extrêmement virulent quand il faut l'être, mais pas toujours pour n'importe quoi. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on sera absolument intransigeant. Un certain nombre d'oppositions qui sont extrêmement virulentes, mais c'est pas la peine d'aller s'opposer sur des petites choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et on ne s'oppose pas à l'homme en tant que tel, on sait que vraisemblablement il ne s'en présentera plus, il faut s'opposer intelligemment. Donc une culture d'opposition. Alors je voudrais te poser une question à laquelle je n'ai pas non plus de réponse. J'en parle assez souvent. Si, tu vas peut-être en avoir une, tu le connais mieux que moi, il s'agit de M. Delanoë. Moi, M. Delanoë, depuis que j'entends parler de lui, je n'ai jamais entendu de lui une phrase signifiante. Certes, il a dit 2-3 petites choses ici et là, mais finalement, il est en train de surfer sur une véritable incertitude générale. On ne sait pas ce qu'il pense réellement. Ce qu'il dit ne recouvre aucun des grands problèmes ni de la politique, ni de l'économie, ni de la société. Donc, est-ce que M. Delanoë existe? Est-ce qu'il existe? C'est comme ça qu'on réussit. Ah oui, il existe, je suis sûr qu'il existe. Ah, d'accord. Il existe, il a des associations partout, il finance sa majorité, il est dans le domaine de la politique politicienne, il est très très fort. Il est très fort. Mais quel projet pour la France? Pour Paris. Non, mais même pour la France, puisque... Non, il n'en a pas, non. Il ambitionne. Claude, tu sais bien, malheureusement dans notre pays,
moins on parle et moins on a de projets, moins on est impopulaire. Plus on paraît profond. Alors, c'est vrai qu'il y avait les grandes phrases creuses, c'est formidable, voilà. ces grandes phrases creuses. Parce que, comme toujours, moi je le dis en politique, quand vous avez une affirmation, je suis pour la liberté. Il faut regarder si cette affirmation est intelligente d'une façon très simple. C'est de savoir si on peut dire le contraire. Oui. On ne peut pas dire je suis contre la liberté. Donc je suis pour la liberté, oui c'est vrai, c'est un peu une phrase creuse. J'y suis bien entendu, Oui, mais enfin, donc les généralités sont finalement porteuses de plus d'espoir en politique que les idées fortes. Oui, bien entendu. Bon, enfin, on a fait un petit tour d'horizon de Paris. Bon, c'est assez désolant quand même, il faut le dire, parce que Paris, malgré tout, même si un maire de Paris n'a pas tellement de pouvoir en réalité, parce que les choses continuent, mais c'est quand même une vitrine extraordinaire et quand même, il a du pouvoir, il a un certain pouvoir quand même, mais je veux dire, c'est surtout l'effet d'annonce que ça représente. Il faut avoir des idées, voilà. Et quand on a des idées, on arrive toujours à les mettre en musique, même si c'est pas totalement de son ressort, parce qu'il ne faut pas oublier que Paris est très complexe. Oui, préfet de police, préfet de Paris, c'est très compliqué. Mais justement, il fallait réformer tout ça. Oui. Alors, précisément, j'aimerais également t'interroger sur le lien qu'il y a entre la politique municipale et la politique nationale. Alors, je fais bien la différence entre les deux sujets, mais il n'empêche, presque partout, quand on voit des hommes et des femmes qui sont engagés dans la vie politique, ils ont des opinions assez tranchées, aussi bien sur le plan national que sur le plan local. Après tout, on n'est pas différent quand on est élu national et élu local, tu es les deux, donc tu peux parfaitement mesurer les choses. Est-ce qu'il n'y a pas, dans la droite actuelle, appelons-la comme ça, un manque de réflexion, un manque de réflexion à longue vue, à longue portée, qui se traduit partout par des actions insuffisantes? Depuis 30 ans, je ne sais pas. Ou une bonne trentaine d'années, je crois, non? D'abord, la droite était honteuse. Oui. Et donc on considérait que la droite c'était le portefeuille, la gauche c'était le cœur. On a vu que la gauche était ni le cœur ni le portefeuille, ce qui était quand même très gênant parce qu'on est arrivé là où on est maintenant. Alors, je pense qu'un des avantages de Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir un peu décomplexé la droite sur un certain nombre de sujets. Certains disent même trop. Non, pas du tout. Non, je crois qu'il faut décomplexer. Enfin, personnellement, je ne le trouve pas. Mais enfin, on a des opinions libérales, on a des opinions qui sont... Non, lui, il les a exprimées, ça c'est certain. Et il ne faut pas oublier que ce sont des opinions qui ont fait leur preuve un peu partout. Oui. Et que d'ailleurs, les seules gauches qui marquent et qui marchent, ce sont les gauches qui font une politique de droite. C'était Blair, qui a fait une politique plutôt de droite. D'une certaine manière, Schröder, dans son second mandat, donc arrêtons de culpabiliser. Et puis posons-nous un peu sur les véritables valeurs que nous devons véhiculer. Valeurs de l'homme, et Dieu sait si ça évolue. L'homme, la naissance, la mort, l'euthanasie, la procréation médicalement assistée. Sujet sur lequel tu t'es quand même beaucoup penché, et notamment tu as beaucoup écrit sur ces sujets-là. Je suis au Comité national d'éthique, mais il y a quand même une valeur de l'homme en France et l'homme dans le monde. La fracture humanitaire, comment est-ce qu'on fait pour faire qu'il y ait mieux pour les autres, qu'on évite cette fracture humanitaire. En deux mots, c'est simple. S'il y a une fracture humanitaire aussi importante, il y a un appel d'air formidable, je le dis souvent, moi je serais sénégalais à Caille, j'essaierais d'être en France, même en clandestin. Donc il y a quelque chose qui fondamentalement n'est pas bon. Donc c'est aussi une valeur de droite que d'essayer d'aider au développement international. La politique internationale aussi. Bon, il faut arrêter de se croire porteur d'une mission universelle, en donnant des leçons à tout le monde. Je prends souvent cet exemple, alors évidemment ça va choquer. Donc, on parle de tel et tel Africain en disant, regardez ce qu'il a détourné, etc. Mais quand on regarde l'UIMM, pas mal d'argent sont évaporés, ça équivaut à 3 fois le budget du Sénégal. Mais on va donner des leçons au Sénégal, mais pas à nous. Les frégates de Taïwan, c'était 4 fois les budgets du Gabon. On va donner des leçons au Gabon, mais pas à nous. C'est l'ancien ministre de la coopération qui parle. Peut-être. Je pense qu'il faut avoir aussi une véritable doctrine libérale, que nous n'avons pas assez. Il est quand même extraordinaire qu'on n'ait pas supprimé l'ISF.
Alors que maintenant, en Espagne, ça va être la gauche qui supprime l'ISF. On va être les seuls. Pourquoi? J'en sais rien. Alors parce qu'on va se faire critiquer par la gauche. Mais de toute façon, il faut le savoir. On fait ça, on est critiqué tant qu'à faire. On fait ça, on a les mêmes critiques. Ça me paraît une vérité d'évidence que tous les hommes qui ont gouverné connaissent. Et ils ont tous indiqué, tous ceux qui ont eu des expériences de ce type, que tant qu'à faire de vraies réformes, autant les faire vraiment, vraiment, ensemble, quitte à être critiqué. Et si on croit en ces réformes, on sait qu'on va arriver 2 ans, 3 ans après à une amélioration du niveau de vie, du pouvoir d'achat, un certain nombre de choses. Bon, voilà. Mais on ne les fait pas assez et on a encore un peu moins qu'avant, encore un peu ce complexe. Alors effectivement, ce bilan que nous venons de dresser pendant la première partie de cette émission a beaucoup de zones d'ombre, il y a un certain nombre de lumières, il y a du temps, effectivement, du temps devant soi. Le temps, malgré tout, passe vite en politique. Les années sont rythmées par des évolutions, des événements. Il y a toujours un événement qu'on attend, un autre qu'on craint, etc. Donc les choses sont difficiles. Il n'empêche qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de commencer à creuser un peu plus. Et il me semble que quelques personnalités de l'actuelle majorité, et d'autres qui n'en font peut-être pas partie, mais qui pensent, je dirais, d'une manière assez libérale, devraient, me semble-t-il, s'atteler à un projet de plus vaste ampleur que celui d'une simple législature présidentielle. Une petite boutade. Nous avons été élus, je dis nous, l'UMP, même ce nouveau centre, Nicolas Sarkozy lui-même, sur un programme. Bien, mettons-le en musique. Mais est arrivé tout d'un coup un autre programme, celui de M. Attali. Ça m'a beaucoup choqué. Parce que je ne sais pas combien centaines de propositions de M. Attali, finalement, c'était 136, je crois. Plus que ça, 200. Ah non, c'est oui, 200. Je ne sais plus. Oui. Non, mais M. Sarkozy, il fait des paquets. Donc, non, ce que je veux dire, Nicolas Sarkozy était élu, nous avons été élus sur un programme. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il faut demander à M. Attali, quelques semaines ou quelques mois après, de nous refaire un programme? Et il nous a refait un programme, aussi bien allant des taxis jusqu'à la dérégulation des grandes surfaces et le franc. Quand on a un tel homme, il est difficile de s'en passer, tu le sais bien. Alors nous allons marquer une petite pause parce que quand on évoque M. Attali, on a besoin de se reposer immédiatement un petit peu. Donc une petite pause technique d'un instant et nous reprenons tout de suite l'antenne. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Bernard Debré. Bernard Debré qui est ancien ministre, député de Paris, élu de Paris également au plan municipal, professeur de médecine, service d'urologie de l'hôpital Cochin, le plus grand d'Europe d'ailleurs, je crois, et qui est par ailleurs écrivain et journaliste. Donc un homme complet et même chef de service à Shanghai. Et même chef de service, oui, puisqu'on en parlera. Oui, mais bien sûr, effectivement. De la Chine. C'est quand même un bel exemple d'expansion internationale. Ça n'arrive pas si souvent, donc saluons la performance. Donc, nous venons d'évoquer les problèmes de politique générale, les problèmes municipaux, les programmes, et il faudra quand même que nous venions maintenant à ce qui a été pendant tant d'années notre, j'allais dire notre programme commun, la médecine. Bon, bien entendu, il est difficile non seulement d'éviter, mais il ne faut pas éviter le sujet, c'est un sujet très important. Nous sommes face, ou devant, une réforme de l'hôpital, une énième réforme de l'hôpital. En réalité, il n'y en a pas eu beaucoup. La dernière vraie réforme, c'est celle qu'a faite ton père et ton grand-père, enfin ton père sur les propositions de c'est-à-dire la création du CHU, le temps plein hospitalier, etc. Voilà. Et donc, alors, depuis cette époque, ça nous ramène donc au début de la Ve République, c'est-à-dire les années 58, 59, 60. Et à partir de là, bon, nous sommes maintenant 48 ans après. C'est beaucoup, 48 ans, surtout dans on voit ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit maintenant, je parle des hôpitaux, on voit, après une expansion extraordinaire, parce qu'il y a 30 glorieuses, alors on a construit des hôpitaux partout, comme on construisait au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, on construisait des gares partout, et au début du XXe siècle. Bien, maintenant, on a construit des hôpitaux partout, mais on n'a plus ni l'argent, ni la technique, ni les hommes, ni les infirmières, ni les malades. Et donc, c'est développé, au fil des temps, depuis une vingtaine d'années, une médecine à 2 vitesses. Alors là, quand on dit ça, médecine à 2 vitesses, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y a des petits hôpitaux qui n'ont pas les chirurgiens ou les médecins nécessaires, qui n'ont pas les plateaux techniques, et qui n'ont pas non plus les infirmières.
Et là, quand on va dans ces petits hôpitaux, je ne dis pas qu'on va y mourir, mais on a certainement moins de chance que quand on va dans un autre hôpital où il y a un plateau technique, des hommes, une modernité. Et là, c'est vrai, je prends l'infarctus du myocarde. Quand on fait un infarctus du myocarde et qu'on vous conduit dans un hôpital qui n'a pas le matériel nécessaire, on est traité comme il y a 20 ou 30 ans, avec des perfusions, de vasodilatateurs, etc. Quand vous allez dans un hôpital où il y a un plateau technique et des hommes compétents, on fait une coronarographie, on met un stent et on est guéri. Alors, il y a cette médecine à deux vitesses. Mais évidemment, on le dit, et je le dis, et tu le disais aussi, depuis des années et des années, mais on me dit, ah, pas de réforme, pourquoi le maire est président du conseil d'administration, l'hôpital est le premier employeur de la ville, on touche à rien, on touche à rien, on touche à rien. Ce qui fait qu'on est arrivé aujourd'hui à un désert. D'abord, il y a 3500 postes de médecins des hôpitaux qui sont vacants, il n'y a pas de candidats. C'est quand même un peu fort. Il y a 11 000 étrangers, à diplôme étranger, qui sont certainement pour beaucoup d'entre eux bons, d'autres moins bons. Ce qui veut dire quand même qu'il y a un autre problème. Si on ajoute les 3500 et 11 000, ça fait quand même près de 15 000. On a cette médecine à deux vitesses. Alors c'est vrai que la réforme qu'on va nous proposer, et c'était la réflexion de Larcher, c'est de faire, sans le dire, de faire une transformation majeure de notre carte hospitalière avec des grands centres qui sont reliés aux petits hôpitaux qui ne font pour beaucoup d'entre eux plus de chirurgie, qui sont les hôpitaux pour personnes âgées dépendantes, des hôpitaux pour la rééducation, les soins de suite, les post-opératoires, etc. Et ça devient cohérent. Alors, il faudra la mener, cette réforme. Et là, encore une fois, on va se heurter à des intérêts locaux, à des intérêts personnels. Et il faudra tenir. Parce que cette réforme, elle est fondamentalement indispensable. Depuis des années que nous la réclamons, et que je la réclame, il est normal qu'un temps arrive où on la fasse. Alors sur la méthode précisément, le rapport Larcher indique, et ça c'est bien à la française, on invente des mots nouveaux, la communauté hospitalière de territoire. Bon, l'objectif en fait, tout le monde l'a compris, c'est de noyer un petit peu les petits hôpitaux dans un ensemble plus vaste et d'inciter les regroupements avec des moyens financiers. En gros, c'est ça la réforme Larcher. Est-ce que, alors là, je dirais que l'histoire nous apporte des leçons, est-ce que dans une telle circonstance, l'incitation, l'usage de mots savants est suffisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas, d'une certaine manière, trancher un peu plus dans le vif? Il faudra. Oui. Alors, parce que si on demande aux maires des petites villes leur avis, j'ai été maire d'Amboise pendant 10 ans. J'ai fermé l'hôpital de Château-Renaud, du moins la chirurgie, l'obstétrique, etc., etc. Ça m'a coûté ma place. Évidemment, parce que on a l'opposant qui dit si vous me lisez, je garderai l'hôpital, etc. Il a été élu. Il n'a évidemment pas gardé. Évidemment. Donc il faudra décider. On a eu le précédent de la réforme judiciaire avec Rachida Dati qui a été un peu vigoureuse, mais elle était indispensable. Alors il faudra peut-être prendre un peu plus de temps pour convaincre au moins les élus, mais ne pas céder. Il faut refaire la carte sanitaire. C'est-à-dire, effectivement, alors la communauté hospitalière de territoire, tout ça sont des mots, ça veut dire qu'il faut un grand centre qui sera un centre technique, sur le avec CHU, des pôle d'excellence, et puis qui, ensuite... exactement. Le problème fondamental, c'est l'accessibilité de tous au plateau technique. Alors, il faut être très clair. Bon, il y a beaucoup de villes en France qui n'ont pas d'hôpitaux. C'est pas pour ça qu'on y meurt plus. Moi, je connais des villes qui n'ont pas d'hôpital. L'hôpital est à 10 km, 15 km, ni clinique. Donc, soyons prudents en disant qu'on va, si on supprime l'hôpital, faire mourir les gens. Non. Par contre, il faut une accessibilité. Mais bien sûr, ça veut dire quoi? SAMU, SMUR, pompiers, ambulances, etc. Il faut faire, éventuellement, il faut faire un seul numéro d'appel, regrouper les SAMU, les SMUR, les pompiers, etc., pour que l'on puisse aller comme il le faut, et ça, il faut se donner les moyens, il faut aller chercher les malades où ils sont. Et quand on va les chercher, c'est urgent, bien entendu, et bien effectivement, on commence le traitement dans les camions médicalisés, et on les amène sur des plateaux techniques qui sont des plateaux techniques de haut niveau. Puis après, une fois traités, on peut les envoyer dans les petits hôpitaux pour les soins de suite, les post-opératoires, etc. Puis il y a un autre problème fondamental. On sait très bien que la population vieillit et qu'il faudra un jour véritablement s'occuper des problèmes des personnes âgées dépendantes qu'on ne peut pas laisser abandonner comme on les abandonne souvent aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de place.
Et donc un certain nombre de ces hôpitaux seront transformés aussi en hébergement pour personnes âgées dépendantes. Alors ça, il faudra prendre des décisions qui sont un peu, j'allais dire, sanglantes. C'est peut-être pas le terme de chirurgien, disons. Bien sûr, encore que pour le chirurgien, moins ça saigne, mieux ça vaut. Voilà. Il est évident qu'il faudra prendre ces décisions. Et ça, c'est du pouvoir politique. Et le pouvoir politique parisien. C'est-à-dire parisien. L'Assemblée nationale et le Sénat. Parce que c'est évident que les intérêts locaux vont freiner cette réforme. Donc il faudra un ministre qui a de la force, de la volonté et une ligne de conduite. Alors le ministre actuel, a-t-il cette force? Sera lui d'ailleurs qui aura à conduire? Elle, Madame Bachelot. On me dit qu'elle souhaite être ministre de la Culture, ce qui semblerait... J'ai lu ça quelque part. Enfin oui, Claude, tu sais, on a tous lu beaucoup de choses. Hein. Oui. Ça n'a pas une grande importance. Les ministres passent et les électeurs trépassent. Non, ne faisons pas de plaisanterie. Roselyne Bachelot a tout à fait les capacités, encore faut-il qu'on lui donne les moyens. Voilà. N'oublions pas que derrière cette réforme, qui est tout à fait fondamentale, il y a aussi des économies à faire. L'hôpital public, c'est quand même 52% des dépenses d'assurance maladie, entre 48 et 52% en fonction des calculs. Ça veut dire aussi que si on supprime dans un certain nombre d'hôpitaux des plateaux techniques, etc., qu'on diminue la voilure, parce qu'on n'a pas la même voilure quand on est un hôpital pour personnes âgées dépendantes ou un hôpital pour soins de suite que quand on est hôpital d'église. On fera un certain nombre d'économies et beaucoup d'économies. Le général de Gaulle, s'il était encore vivant, dirait certainement vaste programme, parce que là, vraiment, c'est difficile. Très franchement, je crois qu'on a une... Claude, c'est difficile, mais on le réclame depuis 20 ans. Ça, c'est sûr. Alors, on a deux façons de lire. Si vous le réclamez depuis 20 ans et que vous n'avez pas réussi, c'est que vous êtes des nuls. Et si vous le réclamez... Ou alors l'autre façon, c'est que l'inertie française est telle qu'il faut mettre 20 ans. Je reprends, je ne veux pas toujours revenir en arrière, la réforme de mon grand-père, CHU, etc. Quand est-ce qu'il l'a préparée? Il l'a préparée quand il était dans la résistance, puisque le général de Gaulle, qui en a parlé, lui a donné comme mission de prévoir la transformation fondamentale de notre système de soins. Donc en 1945, c'était prêt, ça n'avait été fait qu'en 58-59. Oui, parce que les circonstances ne le permettaient pas. Oui, mais parce que là aussi, il y a une circonstance particulière. Voilà. Son fils était Premier ministre, lui avait fait la réforme, et il y avait le général. Donc tout ça, ça a pu être fait avec beaucoup de difficultés. Alors effectivement, nous ne l'aurons pas, il y aura des difficultés. Mais c'est là où je pense que Nicolas Sarkozy a quelque chose de fondamentalement bien, c'est qu'il acceptera l'impopularité, il nous l'a dit. Nous allons le voir, je dis nous, les députés, dans quelques jours, on va déjeuner à l'Élysée, et il est évident qu'on dira ne flanche pas. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas la peine de faire de la politique. Cela dit, en étant tout à fait objectif, mon doute, bien sûr, comme celui de tous les Français, est au niveau des actions qu'on veut intenter, mais il est aussi au niveau de la philosophie. Je pense que si on ne libéralise pas grandement l'ensemble du système de santé, on en avait parlé bien des fois, bien sûr. On aura du mal à faire ce genre de réforme, parce que les centres de blocage, les pôles de blocage sont toujours ceux qui s'organisent autour des situations plus ou moins prébendières, plus ou moins avantageuses. Et donc, si on ne débloque pas cela par le biais d'une réforme générale, notamment de la sécurité sociale, il est évident qu'on aura encore plus de... Oui, bien entendu. Mais entendons-nous bien, on parle de l'hôpital. Oui, déjà, si on fait cette réforme qui est très difficile à faire, c'est un très bon programme. Alors, pour la sécurité sociale, il faut être clair. Il y a les dépenses, la masse des dépenses et la progression des dépenses. On peut diminuer la masse des dépenses. Il y a beaucoup de façons de faire, mais il y en a une qui est de diminuer les dépenses hospitalo-universitaires et hospitalières. Et on peut diminuer du quart. C'est énorme. Oui, ce qui représenterait évidemment un bénéfice important. Les dépenses de santé, c'est plus de 1000 milliards de francs. On imagine 52%, ça fait 500 milliards dans les hôpitaux, un peu plus d'ailleurs. Et en euros, ça fait 75 milliards à peu près. Voilà. Bon, donc on peut faire des économies importantes et on peut après voir comment éviter, encore faut-il savoir s'il faut l'éviter, la progression.
la durée moyenne de vie je doute qu'on puisse importante, le faire, les technologies sont plus sûr. importantes, etc. Et on sait parfaitement bien qu'il y aura des choix à faire. C'est une dépense qu'il faut intégrer dans l'évolution de la société, puisque... Qui rapporte aussi. Ben oui, qui rapporte. D'ailleurs, c'est très curieux. Ta réflexion me fait penser à ce qu'on dit aux États-Unis. Aux États-Unis, le débat ne porte pas sur le fait de savoir s'il est bon de faire des dépenses de santé. On estime que c'est un des éléments du progrès économique. Mais bien entendu. On intègre les dépenses de santé comme des éléments positifs de l'ensemble de l'économie américaine. On crée des emplois. Pour deux raisons. On crée des emplois, on utilise la recherche, parce que la recherche est le moteur de la médecine, et on remet des gens en mauvaise santé dans le circuit du travail. Alors, changeons de sujet, et tout en restant malgré tout dans des problèmes de santé. Un certain nombre de personnes qui se sont opposées à toi récemment dans les journaux ou dans des débats font pratiquement de toi un véritable assassin parce que tu as l'intention de laisser les OGM s'établir et que par conséquent il y a un danger énorme d'après ces personnes. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste des OGM, mais enfin ce que j'ai pu lire démontre quand même qu'on n'est pas à ce stade vraiment de danger. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a au moins une directive européenne qui a été faite. Mais je crois qu'il faut être plus clair que ça, Claude. Depuis une douzaine d'années, 640 millions d'hectares ont été plantés avec des OGM. Je ne dis pas qu'il y a aujourd'hui ces 50 millions d'hectares, mais il y a eu en tout 640 millions d'hectares. Aujourd'hui, il y a 150 millions d'hectares actuellement en culture. 20 millions d'agriculteurs. Dans le monde entier. Dans le monde entier. L'OMS, qui n'est pas rien, l'Organisation mondiale de la santé, a fait des déclarations multiples en disant il n'y a jamais eu d'incident et d'accident. Ni pour l'homme, ni pour les animaux. Alors on se dit déjà, c'est pas si dramatique que ça, puisque ça fait 12 ans qu'il y a eu des 650 millions d'hectares, 50 millions d'hectares, qu'il n'y a pas eu d'accident, qu'il n'y a pas eu d'incident. Et on dit oui, mais attention, principe de précaution. Jusqu'à quand? Parce que si on avait ce principe de précaution chevillé au corps, et malheureusement dans la Constitution, eh bien, il n'y aurait plus de recherche. Quand on mettra des antibiotiques sur le marché? Jamais, puisque on sait très bien qu'il peut y avoir des allergies aux antibiotiques, il peut y avoir des accidents avec les antibiotiques, n'importe quel médicament, n'importe quelle nouveauté. Et donc on ne ferait plus rien. Alors moi je dis attention, quels sont les avantages des OGM? D'abord, qu'on le veuille ou non, il y a une meilleure productivité. Entre 10 et 40%. C'est pourquoi? Elle est simple. C'est que comme ces OGM se défendent eux-mêmes contre les attaques microbiennes, les attaques des parasites, les attaques de tout ce qu'on peut imaginer, il y a donc une meilleure productivité, parce que quand vous faites une récolte, quand on fait une récolte de maïs ou de soja, OGM, eh bien 98% de la récolte est utilisable. Par contre, quand on fait une récolte de maïs non OGM, il y a entre 10 et 30% de déchets, pourritures, abîmés, etc. D'ailleurs, les 10 autres pourcents, c'est dans le stockage, puisqu'ils se détruisent, ces produits se détruisent par la pourriture, par les attaques. Avec les OGM, non. Alors, premier avantage. Deuxième avantage, on fait des OGM qui vont pouvoir être cultivés dans des zones où il y a moins d'eau, plus aride, où il fait chaud, ce qui est un vrai problème actuellement. Qui est un vrai problème. Donc on va pouvoir étendre les zones de culture, alors qu'on sait aujourd'hui, et je me souviens que quand je discutais il y a quelques jours sur les OGM, je disais attention, nous n'avons que 60 jours de réserve de céréales. Maintenant il n'y en a plus, puisqu'il y a des révoltes de la faim. Donc meilleure productivité, et on pourra cultiver des zones qui ne sont actuellement pas cultivées. J'ajouterais d'autres avantages, puisqu'on peut, dans ces OGM, quand on parle de plantes, on peut adjoindre dans le génome de la plante un certain nombre de produits, vitamines, on peut des oligo-éléments, etc., de l'amidon, etc. Et donc on peut là permettre, par exemple avec le riz brun, on peut permettre une meilleure alimentation d'une population qui ne fait que croître. Nous sommes 6 milliards 400 millions, et dans 30 ans, 40 ans, 9 milliards. 9 milliards, oui. Alors on peut très bien dire 9 milliards c'est trop, on ne va pas faire d'OGM, comme ça ils mourront. C'est peut-être pas tout à fait ma philosophie. Monsieur Malthus, Malthus, exactement. Donc il y a un malthusianisme évident dans les anti-OGM. Et puis il y a aussi vraisemblablement quelque chose de très paradoxal, et je l'ai dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais quels sont ceux qui favorisent Monsanto, puisqu'on parle de Monsanto,
cette grande entreprise américaine, quels sont ceux qui la favorisent? Ce sont nos anti-OGM, puisqu'ils nous empêchent de faire de la recherche, ils nous empêchent de cultiver les OGM, ils donnent donc la primauté, et je dirais la totalité des cultures à Monsanto. Alors c'est paradoxal, parce que je me souviens que José Bové, avec qui j'ai fait quelques débats à la télévision, m'avait donné le Monsanto d'or en disant que je lui ai dit, mais monsieur Bové, c'est vous qui êtes payé par les Américains, vraisemblablement. Parce que moi, ça fait 10 ans que je dis, attention, si vous ne faites pas des recherches, de la culture, etc., vous allez donner l'intégralité des cultures à Monsanto. Mais j'ajouterai autre chose, nous sommes médecins. Les OGM, il n'y a pas que les plantes, et il y a les plantes, et il y a les animaux. Eh bien, quand on regarde, par exemple, en Argentine, un cheptel de 30 vaches, OGM, organisme génétiquement modifié, à qui on a mis le gène de la fabrication de l'insuline. C'est le produit qu'on utilise pour lutter contre le diabète. Eh bien, 30 vaches suffit à avoir le stock d'insuline nécessaire pour traiter tous les diabétiques d'Argentine. C'est pas si mal que ça. À combien? 30 à 40% moins cher que lorsqu'on utilise un autre procédé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les mucoviscidoses, certains produits contre le cancer, etc., qui vont être fabriqués par les OGM. Alors, n'ayez pas peur de l'avenir. C'est vrai qu'il y a des précautions. Et l'OMS le dit. Jamais une plante n'a été autant surveillée qu'un OGM. Alors, ne faisons pas n'importe quoi, mais ne fermons pas la porte. La haute autorité est intéressante, elle va l'étudier, soyons dans la course, soyons dans la recherche, et soyons moteurs pour nourrir la population mondiale. Nous sommes encore des grands exportateurs, mais si ça continue comme ça, on n'exportera plus l'agriculture. Alors précisément, dans cette affaire, une fois de plus, on voit s'opposer les mêmes pratiquement que ceux qui, à l'époque du Club de Rome, prônaient la croissance zéro. Ce sont des attitudes totalement malthusiennes, comme tu le disais tout à l'heure, mais en outre, ce sont des gens qui finissent par nuire aux idées qu'ils prétendent défendre, puisqu'on a bien vu avec ces émeutes de la faim qu'elles sont provoquées en partie par le fait qu'on a consacré un nombre important de terres cultivables à produire de l'essence, entre guillemets, artificielle, le biocarburant. Les biocarburants, alors même que des Africains crèvent de faim, et pas que des Africains, en Asie aussi. Mais là, c'est tout à fait ça. Ça fait 5 ou 6 ans que je dis, attention, si vous voulez, les biocarburants, c'est très simple. Pour avoir 10 à 15% de biocarburants en France, c'est la totalité des terres cultivables en France qui sont utilisées pour le biocarburant. Et c'est tellement vrai que les Américains, qui sont des très grands producteurs de maïs, exportaient leur maïs. Et bien maintenant, 30% de leur maïs ne sont pas exportés, ils sont utilisés pour les biocarburants. Et on a vu la guerre de la tortilla au Mexique, qui était due tout simplement à la montée des cours de maïs, entre autres. Mais c'est un vrai problème. Alors, tout ça, ce sont les altermondialistes, les verts, tout ce qu'on peut imaginer, ce qu'on appelle un peu les résidus du maoïsme. Eh bien, tous ces gens-là qui, drapeau au vent, disaient biocarburant, la planète, etc., eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les émeutes de la faim. Alors, le résultat, évidemment, n'est pas très probant, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout, il est désolant, surtout quand on voit humainement ce que ça représente. Alors, je m'adresse à nouveau à l'ancien ministre de la Coopération pour évoquer un problème précisément qui a trait à l'Afrique et qui est celui des cultures vivrières. Parce qu'on nous dit, à juste titre d'ailleurs, que les Africains, finalement, sont quand même un peu victimes des pratiques d'un certain nombre de pays occidentaux, dont le nôtre d'ailleurs, et les Américains, qui ont décidé de leur fournir de l'aliment, moyennant en tout cas en partie, et qui les ont détournés. Alors, quelle est la responsabilité du gouvernement ? La raison est relativement simple. Je prendrai un exemple simple de la Côte d'Ivoire. Grand pays, riche, très riche, etc. Oui, pays riche, justement, tu le dis très bien. À un certain moment, donc dans les années 70 jusqu'aux années 80, grand premier producteur de cacao, café, EVA, ananas, etc. Produits d'exportation. On oublie les cultures vivrières et les dirigeants de ces pays, dont la Côte d'Ivoire, disaient on va avoir une exportation très forte qui va nous permettre d'acheter notre nourriture. Donc on ne fabrique plus notre nourriture, ça rapporte rien, mais on va fabriquer des matières vendables, exportables, et on va gagner beaucoup d'argent. Sauf que quand la crise arrive, on n'achète plus de cacao, plus d'ananas, etc., et eux ne mangent plus de mil, parce qu'ils n'ont pas cultivé le maïs, et donc on va essayer d'acheter à l'extérieur de quoi se nourrir, mais on n'a plus de quoi se nourrir parce qu'il n'y a plus d'argent. Et là on arrive à une faute partagée, qui est une faute
internationale en disant on va faire des zones de culture spécialisées, grave erreur. Donc faute internationale, faute des pays riches et faute des pays pauvres aussi qui se sont dit il y a un Eldorado là-dedans, on va gagner beaucoup d'argent dans du cacao ou du café. Surtout quand on consomme plus de café et de cacao parce que c'est fait ailleurs moins cher quand des pays émergents arrivent et avec une main-d'œuvre un peu moins chère, et puis quand il y a une crise des matières premières et qu'on n'achète plus leurs produits. Donc cette responsabilité partagée, évidemment, est à mettre aussi au débit des élites africaines. Alors le président de la République les a prises un peu à rebrousse-poil dans son discours de Dakar, mais toi qui les pratiques depuis longtemps et qui les aimes, parce que ce sont pour beaucoup des amis et tu as une vraie passion, je le sais, pour l'Afrique, il y a quand même quelque chose de désolant à voir ce continent qui est vraiment fascinant. Il faut ne pas connaître l'Afrique pour ne pas être fasciné, se porter à la fois bien et mal, mais il y a une croissance. Il y a une croissance de 5%, voilà. Ce qui est une croissance supérieure à la nôtre. Supérieure à la nôtre. Mais il est vraisemblable que les richesses ne sont pas tout à fait bien partagées. Voilà. Alors je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs, parce que il y a un phénomène très intéressant aujourd'hui. C'est l'afflux des Chinois en Afrique. Oui. Les Chinois achètent tout. Alors ils achètent les matières premières, ce qui renchérit évidemment, que ce soit le bois, le pétrole, le fer, le manganèse, l'uranium, tout ça, les Chinois l'achètent. Mais ils n'achètent pas que les matières premières, ils achètent les entreprises. Ils n'achètent pas que les entreprises, ils vont acheter les petits commerces. Ils n'achètent pas que les petits commerces, ils sont aussi dans les petits marchés. Et ils vendent leurs produits. J'ai un exemple très, très symptomatique et très amusant. Un jour, je dîne avec le Premier ministre de Guinée, M. Kouyaté, et avec sa femme. Et ton boubou magnifique, oh, madame, votre boubou est magnifique. Elle me dit, mais oh là là, n'en parlez pas. Elle montre son boubou, il est marqué Made in China. Je lui dis, mais où est-ce que vous l'avez acheté? Ah, mais sur une étale d'un petit marchand à Conakry. Et donc là, on est en train de voir quelque chose que personne ne veut voir. C'est une espèce de colonisation de l'Afrique par les Chinois. Et alors, ils ont l'habilité, pardon de t'interrompre, de ne pas s'occuper de politique, en tout cas pas officiellement. C'est quand même malin. On s'en occupe un petit peu, oui. Mais nous, évidemment, de l'autre côté, on dit France-Afrique, c'est scandaleux, les droits de l'homme, il faut qu'on s'en aille, etc. Au moment où les Chinois sont en train de venir massivement en Afrique, on va abandonner. Mais c'est idiot. Pourquoi? Un, parce qu'il y a des dizaines de milliers de Français qui ont des entreprises, des petites entreprises, pas que des grandes entreprises. Il y a des dizaines de milliers de Français qui sont là-bas, qui travaillent, des dizaines et des dizaines de milliers. Et on va leur dire quoi maintenant? Vous partez. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que c'est quand même, puisqu'il y a 5% d'augmentation de PIB par an, c'est aussi un marché. Donc on va abandonner ce marché. Et puis aussi c'est la francophonie. On est bien content d'avoir des pays qui parlent français, non seulement parce que ça véhicule une certaine valeur, un certain nombre de valeurs, mais aussi à l'ONU. Quand on a besoin d'avoir des amis qui nous aident dans des votes, on est content de les avoir. Alors c'est à ce moment-là qu'on nous dit, oh non, non, droits de l'homme, non, 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 pas possible, regardez, ils sont tous des bandits. Attendez, arrêtez 2 minutes. D'abord regardons-nous, faisons le ménage chez nous avant d'aller faire chez les autres. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'épouse du Premier ministre de Guinée, qui avait un tissu Made in China. Ça m'a rappelé qu'il y a quelques années, c'était les tissus Boussac. Je me souviens, quand les belles africaines montraient un petit bout de tissu, c'était le tissu Boussac. Donc nous avons été supplantés par les Chinois. C'est dommage. Alors, pour conclure cette émission, eh bien, question qu'on pourrait qualifier de générale, ça me paraît nécessaire. Est-ce que tu as le sentiment que la classe politique française, ça concerne l'ensemble des politiques, est apte à épouser le siècle? Par nécessité. Par nécessité. Je dirais que la classe politique française représente les Français. Oui. Et la question devrait être, est-ce que les Français sont aptes à épouser le siècle? Oui, mais est-ce qu'ils représentent vraiment les Français? Ils sont élus. Ils sont élus. Ça, c'est incontestable. On est élus, on peut dire ce qu'on veut, on représente... je ne conteste pas l'élection, mais est-ce que les mécanismes de sélection font que... Oh ben, il y a effectivement dans les mécanismes de sélection des choses à revoir. Mais par définition, d'abord, entre nous, est-ce qu'on a tellement de pouvoir que ça? On en a moins qu'on le dit. Il y a l'Europe. Surtout dans la mondialisation. Et il y a la mondialisation. Et je crois que même l'Europe a été dépassée par la mondialisation. Quand on dit qu'il faut faire des grandes entreprises européennes, les grandes entreprises, elles sont internationales. Bien sûr. Bon. Donc il faut jouer la mondialisation. Donc tu es plutôt partisan de l'idée que, après tout, on s'adaptera par la force des choses. Oui, bien entendu. C'est ça.
et qu'il faut s'adapter. Alors évidemment, l'avantage, c'est de pouvoir prévoir. Oui. L'avantage, c'est d'avoir un certain nombre de Ce valeurs, serait mieux. parce qu'on a encore un certain nombre de valeurs à défendre, heureusement. Eh bien, mon cher Bernard, ça a été un plaisir de m'entretenir avec toi, comme nous faisons régulièrement depuis tant d'années, et on s'aperçoit quand même qu'un certain nombre de nos idées ont progressé. Je n'aurais pas l'impudence de rappeler que nous avons quand même sauvé un peu la médecine libérale dans les années 80, mais enfin... Oui, tout à fait. On peut le dire, on peut encore le dire. Voilà. Plus personne ne s'en souvient, mais on est content du travail accompli. On a quand même fait cela, et espérons que dans l'avenir, nous aurons l'occasion de mener d'autres combats. En tout cas, notre nouvelle jeunesse nous permettra incontestablement de le faire. Madame, mademoiselle, monsieur, il me reste à vous remercier de nous avoir prêté attention. Conservez l'espoir, vous voyez qu'il y a encore des motifs d'espérer. Soyez heureux, portez-vous bien, à bientôt, et vive la France.